Ok, bon, bonjour tout le monde et merci d'être là. Comme c'est moi qui ai l'occasion d'ouvrir le bal de la Fabrique des Savoirs cette année, ça me fait très plaisir de participer déjà. Pour vous présenter un peu qui suis-je et de quoi je vais vous parler aujourd'hui, très brièvement, j'ai fini mes études il y a à peu près 2 ans. J'ai fait d'abord de l'histoire et après j'ai fait un master en cinéma. Je me suis particulièrement intéressé aux documentaires, etc. Et j'ai eu la chance d'être assistant de production, pour de la vidéo principalement sur Internet, mais mon but dans la vie, ce serait de travailler dans le ciné. Donc je m'y connais un petit peu en tournage, voilà, comment ça se passe un peu dans les coulisses, la création des films, toutes les conceptions de projets audiovisuels, etc. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de cinéma et plus particulièrement de films qui font peur. Alors pourquoi films qui font peur? Tout simplement parce que bon, c'est pas que j'adore me faire peur, mais j'ai toujours aimé depuis petit cette sensation devant un grand écran de quelque chose qui nous dépasse, qui nous absorbe, qui nous dégoûte un peu et qui nous effraie, mais qui en même temps nous fascine quelque part. Euh, pour ça, ma première véritable expérience, mon premier véritable choc, je dirais que ça remonte à une époque fin des années 90, début des années 2000, pour ceux qui l'ont connu, avec le phénomène qui a été Jurassic Park. Pour moi, Jurassic Park, ça a été le principal tournant où j'ai été totalement effrayé à la vue de ces immenses choses que je voyais à l'écran, mais en même temps, j'étais fasciné. Donc, je vais vous montrer un petit peu, j'ai préparé une petite préparation. Donc, je vais partager l'écran. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de comment et pourquoi donc un film fait peur. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, ça a été via Jurassic Park, mais en réalité, je trouve ça très important de parler de ce genre de sujet et ce genre de film de manière générale, parce que je trouve que le cinéma, et notamment ce type de film-là, finalement aborde des sujets qui sont parfois très difficiles à expliquer à un public assez jeune. Donc aujourd'hui, je vois que finalement, il n'y a pas tant d'enfants que ça, mais ce n'est pas grave, dans l'idée, on est tous des grands enfants. En réalité, je trouve donc que c'est très important pour plusieurs raisons. Les sentiments que l'on ressent parfois lorsqu'on est jeune face à des situations de deuil, le chagrin, la peur de créatures, etc. C'est très difficile à expliquer finalement à un public jeune. Et parfois, par les images, ça marche mieux, je trouve. Ah, je crois qu'il y a... Bonjour, bonjour au dernier qui vient de nous rejoindre. Je vais vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez bien sûr laisser votre caméra, mais couper le micro pour qu'on puisse entendre la conférence sans problème. Merci beaucoup. Vous voyez que dans cette diapo, j'ai mis ensemble Jurassic Park et Bambi. Pourquoi Bambi? Parce que j'ai été la même année traumatisé à la fois par Bambi et à la fois par Jurassic Park, mais pour des choses qui sont totalement différentes. Bambi, c'était le deuil, la mort de la mère de Bambi. J'ai été traumatisé, j'en ai pleuré pendant des heures. Et Jurassic Park, j'ai autant pleuré devant le T-Rex qui arrivait, vous voyez, à attaquer les gens, etc. Il existe plein de mécanismes finalement pour faire peur. Que ça passe parfois par la parole, par le regard, l'ambiance. Vous voyez, moi je me suis mis dans une ambiance un peu sombre, etc. Évidemment, les jeux de lumière, se mettre dans le noir, et le noir de manière générale, ça peut faire peur, surtout quand on est enfant. Et c'est un mécanisme finalement un peu d'autodéfense qui se développe dans le cerveau de manière tout à fait logique. Le cerveau, lorsqu'il ne voit plus, les yeux, lorsqu'ils ne voient plus, transmettent un message un peu d'alerte au cerveau. Donc le cinéma arrive à renforcer cet aspect-là et toutes les peurs qu'on peut se transmettre par la parole, vous savez, toutes les histoires qu'on se raconte lorsqu'on est jeune. Et dans les films, il y a deux choses en plus, donc l'image, d'une part, en plus de la parole, et d'autre part, la musique. La musique est extrêmement importante, et d'autant plus qu'elle peut renforcer l'impression de peur qui est affichée à l'image. Donc je vous ai pris un exemple, je pense, un des plus connus qui existe, euh, concernant, si j'arrive à l'ouvrir, hop, les dents de la mer. Ce thème-là, extrêmement simple. Je veux dire, il y a rien de plus compliqué. Des notes répétées qui vont instaurer très vite un sentiment un peu d'inquiétude, d'incertitude. On sent qu'il y a un danger qui arrive. On ne peut pas forcément le nommer, on ne peut pas forcément le voir, mais on sent que la situation nous échappe quelque peu.
et ça va accentuer la sensation de peur qui est dans le film de ne pas voir ce qui se passe dans l'eau finalement. Donc cette musique-là, elle a traumatisé des gens au même titre que les requins ont traumatisé des gens en réalité. C'est le même effet et ça renforce l'image encore une fois. Il y a une scène également que je voulais vous montrer de Monstres et compagnie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce film d'animation, mais ah oui, mais qui, je pense, du coup, va vous en dire un peu plus sur les mécanismes qui peuvent être transmis dans un film. Hop. Je pense que vous voyez bien. Donc, je vous montre cet extrait. Vous me dites si vous le voyez. Je pense que oui. Non? Là, je pense que oui. En bref, vous l'avez compris, le film parle de la peur. Monstres et compagnie parle de la peur, de faire peur à des enfants, de ce qui arrive à des enfants lorsqu'ils ont peur. Et ces monstres-là, finalement, sont envoyés pour faire connaître la peur aux enfants. C'est ça le pitch du film. Dans cette scène, on voit très bien qu'ils utilisent tous les ressorts et qu'ils se moquent même des ressorts un peu qui sont généralement utilisés dans le cinéma. Donc à savoir l'ambiguïté de la situation, le fait de ne pas voir ce qui se trame. On voit que les policiers qui rentrent dans la pièce sont totalement perdus, ils ont peur, ils sont dans le noir, il y a des bruits étranges, tout bouge. Voilà, tout est fait pour qu'ils aient peur. Et ça, c'est l'intégralité des concepts qui existent dans les films pour vous faire peur. Des bruitages, le fait de mal voir ou de peu voir, d'entendre des choses au loin, etc. Et justement, en parlant de monstres, j'aimerais un peu vous parler du bestiaire et de l'imaginaire que nous avons créé au fur et à mesure. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, les films qui nous font peur mettent en scène généralement des monstres, des créatures gigantesques, etc. Donc pour mon cas, c'était Jurassic Park, mais il y en a eu des tonnes et des tonnes, évidemment. Et forcément, tout cet imaginaire et ces créatures, vous vous en doutez, ça existe depuis la nuit des temps. En fait, depuis que l'homme est capable d'écrire et de penser et de raconter des histoires, il a toujours mis en exergue des créatures parfois gigantesques, à l'allure terrifiante, etc. On a notamment le cas, je vais vous repartager, hop, si ça veut bien marcher. Voilà. On a notamment le cas donc avec le Minotaure, vous savez, à l'époque antique. On a eu plus tard le Kraken, cette créature terrifiante qui venait du coup renverser les navires et faire disparaître donc cette pieuvre soi-disant géante qui aurait voilà, détruit des dizaines et des dizaines de navires lorsque les premiers navigateurs ont traversé les océans. Puis plus tard, le folklore s'est développé, nous avons eu l'apparition des vampires, des loups-garous, la figure du zombie qui est aujourd'hui hyper célèbre et qui est adaptée partout, pour un public parfois même très jeune. On a beaucoup de dessins animés avec des personnages loups-garous, vampires, zombies, etc. Donc évidemment, ce bestiaire-là, tout ce concentré de créatures a forcément pu se développer grâce à diverses technologies, et le cinéma en fait partie. Et l'évolution des techniques du cinéma en elle-même a pu faire en sorte que ces créatures-là prennent des aspects de plus en plus terrifiants, gigantesques, etc. Donc j'ai plusieurs exemples à vous montrer. Par exemple, dans le film avec Chihiro,
moi, j'avais été traumatisé par le principe, enfin, la principale chose qui m'avait traumatisé, c'est la sorcière, Baba. Et pourquoi elle m'a traumatisé quand j'étais petit aussi? J'avais trop peur de ce personnage, parce qu'elle avait une envergure, une taille qui était totalement inhumaine, mais elle était animée de façon à être très réaliste, très humaine. Euh, Elle avait des réactions, voilà, ses yeux, je veux dire, tout était humain, c'est juste que c'était une grand-mère comme ça, de taille surnaturelle, qui volait un peu parce que c'était une sorcière, donc elle avait la possibilité de se mouvoir de manière un peu surnaturelle. Et moi, ça m'avait traumatisé. Je vous ai montré donc plusieurs autres exemples, là j'ai repris pour montrer la différence de taille finalement qui peut y avoir dans des choses qui peuvent nous faire peur. Évidemment, le phénomène Godzilla qui a traversé les âges euh, et qui vient du Japon, donc cette créature gigantesque qui vient semer mort et destruction, ça peut faire peur parce que c'est gigantesque, mais il existe aussi des tonnes et des tonnes de petites choses qui peuvent nous faire peur. Pour en revenir juste à Godzilla, j'aimerais vous montrer justement un peu comment on peut réussir à un peu désamorcer ce principe de peur-là. Parce que moi, quand j'étais plus jeune et je ne savais pas comment les films étaient faits, j'étais juste effrayé. Mais en grandissant, évidemment, et en découvrant comment ça fonctionne, c'est ce que j'ai envie de vous montrer un peu aujourd'hui, on peut voir qu'au final, ce sont généralement même aujourd'hui des acteurs qui interprètent ces gigantesques monstres. Et je vais vous montrer un extrait justement pour Godzilla. Alors attendez, hop. Si je fais ça, normalement ça marche. Hop. Donc, je vais vous montrer un extrait du dernier film Godzilla donc, qui est arrivé et, récemment en salle, je crois que c'était l'année dernière, pour vous montrer comment sont fabriqués aujourd'hui les monstres. Voilà, ce n'est plus forcément des dessins, etc. Aujourd'hui, on a la capacité, avec certains outils, dont la motion capture, c'est ce que je vais vous montrer là, qui en fait c'est une combinaison que les acteurs vêtissent sur eux, avec plusieurs capteurs disposés à certains endroits clés du corps qui permettent les mouvements, donc généralement les articulations, les coudes, les genoux, les hanches, la tête, etc. Plusieurs caméras sont disposées dans la salle et vont ainsi filmer et retransmettre en 3D un mouvement qui va être ensuite numérisé sur un ordinateur. Donc là, vous pouvez voir par exemple le monstre qui s'appelle Ghidorah dans l'univers de Godzilla, donc un immense dragon à 3 têtes, qui est en fait interprété par ces 3 messieurs. Donc évidemment, ça désamorce un peu l'effet de peur quand on le voit comme ça. On se dit, au final, qu'est-ce que c'est que ces personnes-là, avec leur combinaison un peu étonnante, ça désamorce complètement l'effet surnaturel, gigantesque. Et en fait, cette technique, aujourd'hui, elle est très très souvent utilisée donc, pour les grosses productions, etc. Et pour des tonnes et des tonnes de personnages. Ça favorise plein de choses, la fluidité des mouvements lorsque vous les voyez à l'écran. Les monstres paraissent plus réels, plus concrets, plus consistants, parce qu'à la base, en fait, sont nos propres corps, des personnes comme vous, comme moi, qui utilisent ce genre de technologie du coup pour se grandir, se métamorphoser, etc. Donc, après vous avoir parlé donc, de tous ces bestiaires et de toutes ces calamités que nous pouvons mettre en image, j'aimerais aussi parler du fait que finalement, des sujets très importants et des fois très sérieux peuvent être traités au travers de ces films. Euh, donc, notamment, pour vous finir l'histoire de Godzilla, si vous ne savez pas d'où vient Godzilla, c'est un gigantesque iguane qui aurait été créé après des essais nucléaires dans le Pacifique. Donc en réalité, c'est finalement la bêtise et la folie des êtres humains qui auraient créé ce monstre et qui serait devenu une sorte de réponse de la nature face à nos propres agissements. En réalité, voilà, pour la faire court, c'est un peu ça l'histoire. Et Godzilla en soi n'a rien de fondamentalement mauvais. C'est pas une créature qui veut du mal à l'humanité, c'est juste quelque chose que nous avons créé et qui nous a dépassés. Il y a d'autres exemples, évidemment. Pour vous citer les plus connus, George Romero, si vous ne savez pas qui c'est, qui a créé l'imaginaire autour du zombie au cinéma, a fait ses premiers films, notamment, ont été cités de nombreuses fois pour étant des films contre la guerre du Vietnam lorsqu'elle a eu lieu, des films antiracistes. Bref, il a fait passer des tonnes et des tonnes de sujets très sérieux et très importants avec une figure du zombie.
Comme quoi, c'est possible de le faire avec tout. Il y a eu également, très récemment, un film qui s'appelle La Llorona, qui parle d'une légende qui vient d'Amérique du Sud, où en fait le réalisateur a fait passer son film pour un film d'horreur, pour le vendre à un public plus jeune, pour que finalement les jeunes qui sont très friands de ce genre de contenu aujourd'hui aillent le voir au cinéma, alors qu'en fait c'est un film totalement politique, qui parle du massacre des Mayas, mais qui a été vendu par la production du film comme un film d'horreur. Donc en fait, ce type de, de film-là a aujourd'hui des échos en fait tellement puissants et tellement importants. Et en fait, toute la famille, je veux dire, peut aller voir des films de peur. Aujourd'hui, il existe des tonnes et des tonnes de choses. Les films d'animation s'y sont mis. Donc il y a Monstres et compagnie qui parle de la peur également. Donc de ce fait que quand l'enfant n'a plus peur, les monstres finalement doivent aller s'occuper d'un enfant plus jeune. Je veux dire, il y a des tonnes et des tonnes de films dans ce style-là. Je vous ai fait une courte liste pour terminer, qui va vous résumer les films que je conseillerais un petit peu pour tous les âges. Euh, donc des films d'animation, mais pas que, des films avec des acteurs aussi, qui pour moi donc sont un peu, pour des non-initiés, un très bon départ. Donc je vous ai conseillé par exemple Beetlejuice, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un film de Tim Burton qui date des années 90, qui parle justement de la mort et de tout ce que ça peut entraîner sur les fantômes, la vie de fantôme. Qu'est-ce que c'est qu'être un fantôme une fois, qu'est-ce que c'est qu'être mort, qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est un film très intéressant, très drôle en plus de ça. L'adaptation de Chair de poule, donc, qui était pour nous autres enfants des années 80-90, je veux dire l'essence même du livre d'horreur. On se racontait beaucoup d'histoires via ça. Donc ils ont fait un film qui a été adapté il y a peu de temps. Ensuite, je vous ai pris quelques autres petits films, par exemple les Gremlins, qui sont ce qu'on pourrait appeler un film d'horreur pour enfants. Voilà, avec ces petites créatures, les Mogwai, qui deviennent de terribles choses la nuit tombée et quand on leur donne à manger. Donc un très bon film là également. L'étrange Noël de Mr. Jack, donc l'univers Tim Burton encore une fois, qui est je pense incontournable. Et puis d'autres films peut-être un peu plus légers, mais Coco, qui parle là encore de la mort, mais vu donc par une autre, pas forcément par notre prisme à nous d'Européens, mais plus via l'Amérique du Sud. Puis voilà, d'autres films comme Hôtel Transylvanie et Coraline, qui ont été faits par les mêmes réalisateurs, et qui sont, je pense, de très bons films qui sont à la fois mignons, mais qui en même temps peuvent parler de sujets pas forcément faciles à aborder, et tout en conservant ce côté un peu pédagogique face à la peur, aux monstres, et surtout au fait d'accepter un peu les différences, parce que c'est souvent ça, je trouve, l'intérêt des monstres, et souvent les enfants sont les plus à même de comprendre ce problème-là, et ce sont souvent les seuls à essayer de comprendre les monstres, de leur parler, de devenir même amis avec eux. On le voit dans Shiro, on le voit dans Godzilla, on le voit dans des tas et des tas de films. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.